Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. C'est le retour du Lunch Ride, et une fois n'est pas coutume, on voyage avec nos micros, et on s'arrête cette fois-ci en Bourgogne, chez Lapierre, pour retrouver Alexis Chenevier. Il vient de prendre un poste d'ingénieur mécanique dans l'entreprise, mais Alexis Chenevier, c'est avant tout un athlète ultra polyvalent, expérimenté et qui s'est aligné sur des centaines de courses, de cross-country, de marathon, d'endurance, d'enduro, de gravel, bref, à peu près tout et souvent avec succès. Le temps de ce podcast, on vous propose de vous installer avec Alexis côté pile, l'athlète, et Alexis côté face, le technicien et développeur. Rencontre avec monsieur Je fais tout. Bonjour Alexis. Salut. Ça fait un petit moment qu'on parlait de ce podcast et je suis content qu'on réussisse à l'enregistrer aujourd'hui. On est chez ton nouvel employeur, on est chez Lapierre. Mais si j'avais envie d'enregistrer ce podcast avec toi, c'est d'abord pour le côté sportif et athlète que je te propose qu'on en parle un petit peu parce que je connais pas beaucoup de monde qui arrive à s'aligner comme toi sur des courses de cross-country, sur des courses d'enduro, sur des courses d'endurance, sur des méga-avalanches, sur des courses de gravel, probablement sur des courses sur route aussi. Je sais pas ce qui te manque, tu m'arrêtes si je me trompe. On aurait pu faire ce podcast juste à côté de chez toi, de là où tu as grandi, qui est juste à côté de la rédaction de Vojo, mais là aujourd'hui on est à Dijon. Mais si on repart justement dans les Alpes, à côté d'Annecy, c'est de là dont tu es originaire, est-ce que tu as commencé à faire du vélo parce que comme tous les gamins du coin, il y a beaucoup de pentes, donc il faut se laisser rouler jusqu'en bas et puis après il faut des grosses cuisses pour remonter, c'est ça? Et non, même pas forcément, je crois pas. Le but, j'ai commencé à faire du vélo simplement pour aller à l'école. J'habitais pas forcément à Annecy, j'habitais à Rumilly, donc c'est un peu moins pentu, on va dire ça comme ça. Et voilà, j'ai commencé le vélo simplement comme ça. Et petit à petit, j'en fais un peu plus. Et brièvement, ce parcours, si tu le déroules un petit peu, comment tu passes de je fais du vélo pour aller à l'école et je me retrouve à faire des compétitions et je me retrouve à haut niveau et je me retrouve à faire des courses de cross. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est une histoire de coïncidence. Hein. Des fois, avec rien, au final, on trouve sa voie, quoi. Je pense que, simplement, petit à petit, aller au vélo à l'école, ça m'a plu. Ça m'a plu je sais pas, d'être toujours d'y aller à bloc, quoi. Après, t'as trouvé des copains, t'as trouvé un club. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, alors ça a pris un peu de temps. Hein. J'ai fait beaucoup de vélo quand même tout seul, un peu avec des copains. Et puis, petit à petit, oui, ça s'est fait. Je savais il semblait que j'étais quand même plutôt fort et j'avais envie d'en faire plus. Du coup, petit à petit, je me suis mis dans le club à côté de la maison. Et puis, jusqu'à ce qu'on me dise, fais ta première compète. Donc première compétition en cadet, première course, ça s'est plutôt bien passé, donc derrière après... T'as enchaîné avec le cross-country? Ouais, première discipline c'était vraiment le cross-country, j'en ai fait même peut-être 15 ans. Quoi. Mais aujourd'hui, à l'âge que tu as, qui est de... 34 ans maintenant. 34 ans maintenant. Aujourd'hui, tu es vraiment reconnu pour être monsieur je fais tout, quoi. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé de je fais du cross-country en compétition à je pratique toutes les disciplines du VTT? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, honnêtement. J'ai toujours eu un bon bagage technique et ça s'est fait naturellement. Voilà, le cross, ça me plaisait pour l'aspect physique, mais je pense je voyais que j'avais du potentiel techniquement et il manquait peut-être quelque chose. Et puis petit à petit, je me suis un peu diversifié avec la première course où je suis un peu sorti des sentiers battus, on va dire, c'est la transvésubienne. Et derrière, ça m'a donné envie de faire un peu plus d'enduro, un peu plus maintenant des descentes marathon. Enfin voilà, c'est sans être très exhaustif, mais je crois qu'il y a au moins 7 victoires sur la transvésubienne. 6 victoires. Il y a 6 victoires sur la transvésubienne, il y a des podiums sur la méga-avalanche à la Réunion, à l'Alpe d'Huez, il y a des podiums sur le Raid Vauban, il y a des podiums sur des Coupes de France de cross-country évidemment, des championnats de France, des épiques. Est-ce qu'il y a une discipline que tu n'as pas pratiquée? Ouais, il y a des disciplines qui font un peu peur. La DH, j'ai jamais fait de et pourtant, tu t'es déjà retrouvé à faire des enduros qui, aujourd'hui, le format des enduros, c'est proche de la DH, quoi. Au oui. niveau de l'engagement et de la vitesse. Oui. Il y a un truc qui manque, c'est les sauts. Et je sais que ma marge de progression est là-dessus. Et c'est ça qui me fait peur aujourd'hui, pour me dire, fais une course de DH, c'est ça qui me fait peur. Ok. Et donc, tu as quand même un attrait particulier pour toutes les disciplines endurantes. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ouais, il y a l'aspect physique, vraiment, j'aime bien aller me chercher la limite, aller au bout de moi-même.
Et puis, il y a tout ce qui mène à... Voilà, une course, ça se prépare et il y a tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, il y a l'aspect entraînement, préparation physique, mais il y a après tout l'aspect à côté. C'est-à-dire, on va préparer le vélo, faire ses choix techniques. Qu'est-ce que je vais choisir comme composant pour faire cette course? Enfin, voilà, tout cet aspect-là, en fait, j'ai envie de dire, c'est une passion, quoi. C'est toutes les c'est pas simplement être sur le vélo, c'est avant, c'est ce qu'il y a. Ouais, il y a tout ce qu'il y a avant. J'ai le plaisir de bricoler mon vélo dans mon garage, de le nettoyer, d'être sûr qu'il n'y a rien qui va... Enfin, que tout est fiable, voilà. T'aimes bien t'occuper toi-même de ton vélo? Oui, non, oui. Ça a l'air d'être assez catégorique. Non, quand j'étais dans le Team Scott de cross, il y avait un mécano, mais je préférais checker mon vélo. Donc t'es le bon pilote à avoir dans ton équipe. Il y a un truc qui m'interroge vraiment, parce que je pratique pas la discipline comme toi, c'est justement cette notion de douleur, cette notion de limite dans l'endurance. À quel moment toucher cette limite, c'est un plaisir, quoi. Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est après la course directement? Est-ce que c'est 6 mois après? Ça, c'est un truc qui m'interroge vraiment. Non, mais ta question est légitime, hein, parce que moi aussi, je me la pose. Ça fait quand même t'as quand même eu le temps de te poser la question. Non, en vrai, il y a des choses, quand j'y repense, des courses où je suis vraiment allé au bout de moi-même et je me dis, mais non, mais c'était pas confort, quoi. Enfin, il n'y avait pas d'intérêt, quoi. Où est le plaisir? En fait, le plaisir, il est quand tu passes la ligne d'arrivée et que t'as gagné ou t'as fait une belle place. Pas tout de suite, parce qu'il faut quand même un petit bout de temps à récupérer. Quand t'es vraiment au bout de toi-même, il faut quelques heures, mais après, derrière, t'as quelque chose. C'est des endorphines. Voilà, je pense que c'est ça qui dit ouais, putain, quand même. Mais je pense que c'est plus le plaisir d'avoir accompli ce dont peut-être tu rêvais depuis les 6 mois avant la course, ou même un rêve de gamin de gagner une course. Parce que quand tu repenses à comment t'en as chié, pour parler vulgairement, c'est rarement un bon souvenir, hein, honnêtement, quand t'es vraiment... Enfin, il y a des courses, notamment à Transv, où tu vas vraiment chercher les limites, parce que on n'est plus sur l'effort court, on est sur l'effort long, donc tu viens vraiment au bout de toi, t'as des crampes de partout, et puis quand t'es premier, tu dis, je lâche rien, tant pis, hein, j'ai des crampes, mais je m'arrête pas, je continue, et ouais, non, après coup, c'est vraiment plaisir, et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, mine de rien, j'ai un peu plus de mal à me dire... Je m'y remets. Ouais, c'est plus facile de faire une course en enduro, des courses moins physiquement. À la limite, une Transv, tu sais que ça va durer une grosse journée, tu sais que ça va être douloureux, tu sais que tu vas être dans la résistance. Mais là, moi, je vois aujourd'hui des épreuves qui se créent, on n'est plus dans la résistance, on est dans le vagabondage. On voit des gens qui sont au bout d'eux-mêmes, c'est juste de la survie. Je pense à l'épreuve la plus extrême, l'NB Ultime, je crois que c'est appelé comme ça, où on est sur plusieurs jours, on est sur des dénivelés qui sont juste pas humains. Et même maintenant, en gravel, en ultra longue distance, je dis pas que c'est bien ou pas bien, j'ai juste que j'ai du mal à comprendre où se trouve l'intérêt physique, parce qu'on est plus dans de la survie que mais je te rejoins, parce que moi je m'y retrouve pas non plus dans ces épreuves là, c'est pas voilà, c'est pour tout le monde, hein. Ouais, non, mais moi j'aime, après on est vraiment comme tu l'as dit, on n'est plus du tout dans le même effort, on est dans de la gestion, c'est même plus c'est vraiment d'être le plus constant possible sur ces épreuves qui sont ultra longues. Moi j'en ai jamais fait, hein, voilà, les épreuves les plus longues que j'ai fait, c'est la Transv, avec déjà maximum on était à 6h30 d'effort, et déjà c'était assez pour moi. Ouais. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie tendance là-dessus. Je pense que c'est peut-être plus facile de gérer une longue résistance, d'avoir une course de gestion qu'aller sur des courses plus courtes, où là tu viens chercher les hautes intensités, et du coup c'est pour ça peut-être ça développe un peu plus. C'est plus facile de gérer 2 ou 3 jours de course, voilà, que 6 ou 7 heures. Je pense, mais encore, c'est que mon avis. Et tu as partiellement répondu à ma question, mais toi en tant que VTTiste, comment est-ce que tu as changé ces dernières années? Qu'est-ce qui te plaît le plus maintenant? Qu'est-ce qui te plaît moins? Ouais, moi aujourd'hui je cherche le VTT plaisir, quoi. J'ai plus envie de faire des épreuves qui vont me lasser, ou voilà, je veux envie de faire ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire je vais chercher des beaux chemins, des vrais chemins de montagne,
du chemin technique où quand je serais passé, où c'est un peu le challenge pour passer. C'est, voilà, y a... La partie technique, elle est au moins aussi importante que la partie physique. Ouais, même plus. Aujourd'hui, j'ai plus envie de... Voilà, j'ai envie de me faire mal pour aller chercher un sommet, pour aller chercher une belle descente. Mais ouais, il y a vraiment l'aspect grand espace. Enfin, voilà, je cherche les petites pépites, quoi. C'est vraiment... Et qu'est-ce qui te motive quand tu arrives au départ d'une course? Parce qu'on te la fait pas, quoi. Tu en as fait quelques-unes. Tu t'es promené un peu partout, en France, en Europe, peut-être même dans le monde. Je sais pas ce qui me motive, c'est juste de dire, allez, pour moi, celle-là, quoi. Est-ce que ta porte de garage est suffisamment grande pour mettre toutes tes plaques de câble aujourd'hui? Elles sont empilées plutôt qu'étalées, c'est plus ça prend moins de place. T'as mis la porte à plat. Non, ouais, c'est... Il me faut... Ouais, aujourd'hui, il faut que ça soit quelque chose qui me fait plaisir. Ouais. Est-ce que tu as des exemples de courses qui te font envie aujourd'hui? Oui, il y a encore des courses qui font envie. Hein. Il y a en France, pour rester en France, il y a par exemple l'Alpépig, des choses comme ça, où on est vraiment sur du chemin de montagne. Alors là, en format un peu particulier parce que c'est en équipe, donc là aussi j'ai jamais trop testé. Moi je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire et ouais, une course en équipe, je sais pas, faut vraiment qu'il y ait une bonne ambiance, un bon feeling entre les deux, et du coup je suis encore assez seul. Donc c'est pour ça que je me suis pas encore aligné là-dessus. Après il y a des courses de l'autre côté de la planète comme la BC Bike Race ou des choses comme ça que j'ai toujours au fond de ma tête et qui me font vraiment rêver. Maintenant, voilà, c'est quand même... Un jour peut-être. Si on parle un tout petit peu de technique, est-ce que tes vélos ont une particularité? Est-ce qu'au fur et à mesure des années, tu t'es rendu compte que tu avais une certaine tendance, que tu faisais des choses différemment, que tu avais des composants que tu sélectionnais plus que d'autres? Oui. Non, mais à force, tu sais ce qui fonctionne. C'est quoi la recette, Alexis Chenelier? Moi, je suis pas contrairement à certains, je suis pas dans la recherche du gramme ultime. Je vais sélectionner mes composants avec quelque chose de fiable. L'idée, voilà, enfin moi entre guillemets, avec toutes les années de compétition, je me suis rendu compte que quand tu cassais quelque chose en course, t'avais bien l'air. Ta course est finie. Voilà, ta course est finie, même si t'es en tête et que tu crèves, même si t'avais course gagnée, mais au final, non, simplement parce que t'avais choisi le pneu qui fait 20 grammes de moins que l'autre qui est un peu plus résistant. Donc voilà, moi j'ai tendance à être plutôt du côté je choisis mes composants pour que ça soit fiable, quitte à mettre des pneus qui font 1 kg au lieu, voire même plus sur certaines épreuves, en tout cas je parle en cross-country marathon. Voilà, je veux vraiment jouer sur cet aspect-là pour être sûr que côté mécanique, déjà, j'ai pas de défaillance. Après, au moins, il n'y a que le pilote qui peut... Enfin, que moi-même qui peut avoir une défaillance. Enfin, je mets toutes les chances de mon côté. Maintenant, des fois, ça n'explique pas. Tout est histoire de compromis, encore une fois. Oui. Non, voilà, c'est un peu l'ADN de... Je pense, dans tous les sports, c'est la même chose. On peut pas tout avoir, donc on va choisir un vélo un peu plus lourd et peut-être un peu plus fiable. Et voilà, c'est... T'as marqué la transvisubienne de ton nom avec les 6 victoires et non pas 7. Oh, t'as que 6 victoires. Ouais. Il va falloir y retourner. Non, mais toujours sur cette thématique technique, t'as fait des transvésubiennes avec des vélos de cross. Il y a des gens qui s'alignent sur des transvésubiennes avec des vélos de all mountain. Aujourd'hui, il y a des vélos de down country. Comment est-ce que t'appréhendes cette épreuve maintenant que les vélos ont évolué? Maintenant que t'as des vélos qui sont de plus en plus capables, autant en descente qu'en montée. Ouais, c'est sûr que aborder la transvésubienne en 2021-2022, on a vraiment les vélos. Pour moi, on a vraiment les vélos 4 ans, ça n'a rien à voir. Qui sont vraiment adaptés pour cette épreuve-là. Aujourd'hui, on va prendre en 120 mm avant-arrière, en 29 avec une tige de télescopique. On a le vélo qu'il faut, quoi. Et oui, c'est sûr, il y a 5 ans, en 2013, je crois, quand j'ai fait la première transvésubienne, je me suis pointé là-bas, donc j'étais encore chez Scott. J'avais un Genius en 27,5, triple plateau. Non, ça a rien à voir. Ça avait rien à voir. Et encore, je parle pas des l'évolution qu'il y a eu quand on était en 26 pouces et ceux qui ont vraiment attaqué l'épreuve. Tu l'appréhendes d'une manière complètement différente. Ça n'a rien à voir. Je pense que là-dessus, en termes
on peut pas comparer les temps d'une année sur l'autre, parce que les circuits sont différents, la météo est différente, mais je pense que les progrès qui ont été faits en termes de temps de passage, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. On voit l'évolution qu'il y a eu. Enfin, il y a eu le 26 pouces. Ensuite, on a commencé à mettre un peu plus d'angle, à te coucher un peu plus dans deux directions. Ensuite, il y a eu les 27,5, 29, mais ouais, c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on voit vraiment tout on peut pas dire honnêtement que les évolutions qu'il y a eu, elles sont pas servies, elles ont servi quoi. Ça a vraiment utile, je pense, pour tout. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolutions inutiles. Non, même si on a toujours tendance à dire il y a plein de standards dans le vélo, c'est compliqué, machin. Voilà, mais aujourd'hui, on arrive quand même à des choses qui marchent vraiment bien, et ça a tendance à se stabiliser, donc c'est cool, quoi. Dernière question dans Alexis côté pile, pour faire ma transition avec Alexis côté face. Et donc, Alexis, mi-chemin, coureur et en même temps ingénieur dans l'industrie du cycle. Aujourd'hui, tu as un budget illimité. Qu'est-ce que tu conçois comme vélo? Est-ce que le vélo parfait existe déjà? Qu'est-ce que tu fais? Vélo parfait, je pense pas qu'il existe. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a toujours des compromis. Aujourd'hui, il y a toujours des compromis à faire. Bon, déjà, pour moi, le vélo, comme tout le monde, je pense le vélo, en termes de vraiment comportement du vélo, c'est d'avoir un vélo qui soit très performant en montée, donc avec quelque chose, on va dire, d'ultra léger et de vif au pédalage. Donc, on va avoir un vrai vélo de cross, un pur vélo de cross à monter, mais aussi en descente, ça soit un vrai vélo d'enduro, quoi. Un vélo joueur, stable, où on sait qu'on peut attaquer comme sans avoir d'arrière-pensée de dire qu'est-ce qui va se passer là si je fais une erreur. D'avoir un vélo qui pardonne, ça ce serait vraiment de pouvoir aller vite aussi bien en montée qu'en descente, voilà. Et puis derrière, il y a l'aspect matériel. Aujourd'hui, pour moi, là où il y a encore de gros progrès à faire, je pense, c'est sur les pneumatiques. Aujourd'hui, sur une transvésubienne, même s'il y a plein de choses qui existent, aujourd'hui il y a des mousses, il y a des pneus plus renforcés que les autres, mais toutes ces combinaisons-là, soit c'est lourd, du coup ça te plombe le vélo. Voilà, si au jour on arrive à dire ouais, ton pneu là tu peux lui mettre en barre 6, en barre 7, tu peux les faire à transvésubienne, tu peux être sûr que tu peux attaquer comme un pompier et tu crèves pas, ça serait... Ok, donc c'est là où partirait ton budget. Ouais, parce qu'aujourd'hui je suis obligé... Alors, on est tous différents, hein, mais moi, je suis obligé de gonfler un peu plus pour assurer le coup. Ouais, et du coup, forcément, tu perds en confort, tu perds en grip. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Mais s'il y avait un vélo qui hyper polyvalent, aussi bien monté qu'en descente, et des pneus robustes, et là, je pense que... Donc ça, c'était à la fois Alexis côté pile, et maintenant surtout côté face, parce que tu mènes une double vie. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu devais avoir un vrai métier? Rapidement, malheureusement. C'est un peu peut-être un regret de ne pas avoir sauté le pas juste à la fin de mes études, de dire allez, je prends une année pour... T'aurais pu le faire, t'avais les performances qui te permettaient de le faire. J'aurais pu le faire. Maintenant... j'étais aussi, à un moment, j'avais une opportunité d'aller travailler chez Mavic. Ouais. Et j'ai fait ce choix-là, plutôt que de dire... j'ai eu... À l'époque, j'étais jeune, et cette opportunité-là, je n'étais pas sûr de l'avoir une deuxième fois, de me proposer qu'on travaille chez Mavic. Du coup, j'ai choisi celle-ci. Je pense que c'est la solution safe. Maintenant, ça restera toujours peut-être un petit regret de dire, t'es pas allé chercher peut-être un an où tu fais que ça, où tu te donnes toutes les chances, et parce que clairement je me suis arrêté là à la période où j'avais mon meilleur niveau, où l'année d'après j'ai été capable de gagner une Coupe de France. Enfin, pour moi ça correspondait à mon meilleur niveau, et je me dis qu'est-ce que finalement ça aurait valu si tu aurais fait toutes les concessions. Maintenant, je suis bien conscient que être athlète de haut niveau c'est pas facile, c'est même pas du tout facile, donc c'est... Ouais. C'est dur de dire si j'ai fait le bon choix ou pas. En tout cas, au fond de moi, on a toujours des regrets. Ça sert à rien d'en avoir. Et aujourd'hui, je suis quand même content de faire ce que je fais. Je travaille dans quelque chose qui me passionne, et ça a quand même pas de prix, quoi. Et justement, pour les gens qui connaissent pas forcément ton parcours, ou qui pourraient être intéressés dans un parcours similaire, qu'est-ce que tu as fait chez Mavic? Quel a été ton job? C'était quoi cette histoire? Alors, ça s'est fait progressivement, hein, mais
mais pour résumer un peu mes 9 années chez Mavic, c'était voilà, j'étais au développement donc de roues pendant on va dire 7 ans. Donc c'était vraiment travailler sur les formes des jantes, du calcul simulation numérique, donc on appelle éléments finis, pour aller chercher les grammes, pour que encore une histoire de compromis entre le poids, résistance, rendement, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment la partie dessin, ce qu'on appelle CAO, donc conception numérique. Prototypage, production, test. Qu'est-ce que tu avais fait comme étude pour faire ça? Alors j'ai commencé, j'ai fait un DUT génie mécanique et productique. Donc mon cursus a été un peu spécial parce que voilà, j'ai aussi toujours durant mes études, j'ai voulu garder l'aspect sportif. Donc quasiment toutes mes études, je les ai fait. Toujours pendant ta vie sportive, tu as voulu garder tes études, ça va dans les deux sens aussi. Voilà, c'est ça. Et pendant ce boulot de développement chez Mavic, tu as aussi eu la partie testing là-bas, j'imagine? Oui. Alors, j'étais pas... Il y avait un service test, donc c'était pas moi qui m'occupais de tout ça, mais il s'est avéré que j'ai quand même un feeling sur le vélo et qu'il est pour moi possible de sentir des différences entre différents trous, différents vélos, donc du coup forcément, et puis il y a l'aspect aussi performance, quand on a certaines aptitudes physiques, ça nous met tout de suite du bon côté pour être sélectionné, ouais, pour aller faire ces tests. Donc oui, il y a vraiment, c'est peut-être un des bons côtés de la chose que j'ai dans mon boulot, c'est que je conçois les choses, je les vois, je vais les faire fabriquer et je vais les tester. Et ça, c'est quand même... on voit vraiment dans la vraie vie ce que ça va donner, quoi. Ça ne reste pas que du théorique, quoi. Et ça, c'est bien. Et tu as participé au test de tes produits avec d'autres athlètes? Alors, oui, il y a d'autres athlètes qui ont roulé avec mes produits, mais non, je n'étais jamais directement lié avec eux. C'était toujours via l'intermédiaire du service test. Donc, quand par exemple, à l'époque, il y avait Victor Koretsky qui roulait sur Mavic, c'était le service testing, service test qui allait. Et moi, j'étais pas en direct. Mais est-ce que les retours directs ou indirects que tu as pu avoir t'ont, toi, permis de t'adapter soit dans ton travail, soit hypothétiquement dans ta vie d'athlète? Carrément, parce que ça permet de voir qu'on n'a pas, même si on est athlète et qu'on finalement on va chercher la même finalité d'être toujours hyper performant, d'aller chercher la petite bête dans le moindre détail, et on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes attentes et les mêmes ressentis. Enfin, je dirais pas ressentis, mais on va pas chercher la même chose sur le vélo, et c'est ça qui était un peu... T'as un exemple concret? Ouais, non, mais oui, simplement. Tout à l'heure, on parlait de pression, de pneumatique, et voilà. Moi, je me rends compte que je suis complètement à contre-courant de certains qui vont justement aller chercher des pressions qui sont ultra basses. Ouais. Et voilà, là, c'est là où moi, quand je vais tester le produit, je vais lui mettre une certaine pression, et un autre athlète, il va lui mettre complètement une autre pression. Du coup, le ressenti de la roue, le ressenti du vélo est complètement différent. Et des fois, quand on décales tous les curseurs, rigidité. Mais oui, ça, et du coup, le ressenti, le confort n'est plus le même. Ça n'a rien à voir. Et des fois, tu restes dans ta petite bulle, tu te dis, ouais, non, mais c'est comme ça qu'il faut tester le produit, mais en fait, pas du tout. Un autre athlète, une autre personne va le tester dans une configuration. Donc, c'est ça complexifie un peu le tout, mais c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça permet aussi de se remettre en question. On dit, attends, mais du coup, moi, si je roule avec un bar 7 et lui, il roule avec un bar 2, c'est qui a raison, c'est qui a faux. Du coup, tu fais tes essais, et ouais, c'est une remise en question. Et c'est là où ça m'amène à une autre question que je comptais te poser plus tard, mais là, tu me dis par exemple des échanges entre d'autres athlètes, toi en tant qu'athlète, mais finalement, ces produits, ils sont développés pour monsieur et madame tout le monde, pour le commun des mortels. Et comment est-ce qu'on fait pour pas se perdre justement dans ce développement en disant je développe un produit pour moi, mais en fait, je développe un produit pour quelqu'un d'autre qui va l'acheter et qui est probablement différent de moi dans ses ressentis ou dans sa performance, dans son niveau d'engagement. C'est sûr, c'est pas simple. Comment c'est on fait c'est une équation en plein inconnu, mais globalement, on est tous d'accord pour dire que quand on a un produit qui est optimisé pour un athlète, il va globalement marcher très très bien pour monsieur tout le monde.
Après, Parfois, ça va être overkill. Comment ? Ça va être un peu too much, quoi. Un peu, oui, il y a des choses forcément. C'est vrai que je pense particulièrement à la rigidité de certains cadres dans les disciplines gravity, enduro particulièrement. Dans le cross, c'est peut-être un petit peu différent, mais c'est sûr que il y a certains athlètes, ils vont chercher à avoir plus de rigidité, ils vont demander plus de rigidité sur certains cadres, mais on est, enfin, dans tout le team, Lapierre en tout cas, j'ai entendu ton podcast sur Loïc Bruni, ils sont tous à dire que le vélo de série, c'est celui qui roule en compétition, quoi. Donc au final, ce qu'on va choisir, ce qui nous semble mieux et on va pas pouvoir faire le produit qui réponde à tout prix à l'athlète, alors sauf si on fait de l'unitaire spécialement pour lui, mais ça coûte tellement cher qu'on le fait rarement. Du coup, on va chercher, voilà, des fois on va lui dire non à l'athlète, écoute, ton ressenti il est bien, mais quand même qu'on reste sur quelque chose de réalisable. Ouais, c'est même nous de chez Vojo, c'est intéressant quand on met nos vélos dans les mains d'athlètes, des vélos de test ou des vélos qu'eux-mêmes roulent, on va avoir des retours qui seront parfois pas du tout exploitables pour nous parce qu'ils vont avoir des retours qui sont complètement en décalage par rapport à la pratique de beaucoup de gens. C'est sûr que les athlètes ils vont à la limite du produit, ils vont tester le produit, déjà ils vont passer peut-être 2-3 heures par jour sur leur vélo, voire si ce n'est pas plus. Alors que nous on va en passer déjà moins, donc ils font vraiment corps avec la machine, ils vont chercher les limites du produit, donc c'est sûr qu'il faut, mais il faut voilà, c'est super intéressant d'avoir le ressenti des athlètes. Maintenant il faut déjà des fois prendre du recul et dire attends, oui ok, il a ce ressenti là, mais dans quelles conditions, comment il l'a fait, et finalement dans la vraie vie du vélo ça va arriver combien de fois? Ouais. C'est encore une fois un compromis. Aujourd'hui, on est à Dijon, on est chez Lapierre, c'est ton nouvel employeur. Raconte-moi ce que tu fais ici, raconte-moi ce que tu fais là. Nouvel employeur, ça fait maintenant un an et demi quasiment, donc plus tout à fait nouveau. Donc pour finir un peu mon cursus chez Mavic, les 2 dernières années, j'ai travaillé sur le développement d'un vélo. C'est resté un peu secret parce que ça n'a jamais vu le jour, mais Mavic avait en tête sur la fin de développer des vélos de route. Ce que j'avais entendu, je savais pas que c'était qu'on pouvait en parler. Des vélos de route, le but c'était de faire du vélo de route premium, ultime, ultra light. Donc donc on était, on va dire 3-4 personnes dans ma vie qui a travaillé là-dessus, donc dont moi en termes de, on va dire, ingénieur mécanique, CAO, tout ça. Donc voilà, ça m'a. Ce qui était intéressant, c'est que c'était totalement nouveau. Je veux pas dire que, au bout d'un moment, j'avais un peu fait le tour, je pense. Sans mauvais jeu de mots, le tour de la question. Exactement, je n'ai pas le premier à me le faire. Mais oui, voilà, ça faisait du bien de changer un peu de domaine. Et du coup, j'ai eu la chance de... c'était tout nouveau pour ma vie de développer des vélos, donc il y avait tout à construire, tout à apprendre. Donc pendant 2 ans, on a appris pas mal de choses. J'ai appris pas mal de choses. Et puis malheureusement, la finalité n'a pas été celle qui était prévue à la base. Mais globalement, des rachats successifs, des problématiques financières qui ont engendré différents plans sociaux chez Mavic, et que c'est pas le produit qui a forcément plombé l'entreprise. Mais bon. On va pas refaire l'histoire. Bon, maintenant, toujours est-il que je me suis retrouvé dans le plan social et je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi. Et puis j'ai eu l'opportunité de travailler chez Lapierre et pour développer des cadres. Donc cadres aussi bien VTT, route, gravel, e-bike. Donc voilà. Donc mon rôle c'est c'est quoi le nom ronflant qu'on t'a donné? Le nom ronflant, ingénieur mécanique, ouais. Ingénieur mécanique, ouais. En gros, on est, on va dire, au sein de Lapierre, on a une structure qui s'appelle INT, Innovation et Technologie, où on est... il y a plusieurs noms connus, dont certains Nico Vouilloz, Nico Vouilloz, Vincent Juyot, et on est il y a quelques product managers, 4 product managers. Donc il y a une équipe qui est assez dynamique, et leur but notre but c'est de développer les futures gammes Lapierre. Donc
Ça commence où on va établir un brief, ce qu'on appelle un brief marketing, où alors moi mon rôle là-dedans il est très faible, hein, je suis simplement support, mais c'est entre les chefs de projet et les PM, ils vont se mettre d'accord sur voilà, quel vélo on va faire, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va lui donner comme caractéristiques mécaniques. Bon, ça commence simplement de la base, hein, quel diamètre de roue, quelle cinématique, quel débattement, quelle ligne de chaîne, enfin voilà, tout le cahier des charges du vélo. À partir de là, mon rôle c'est de dessiner le vélo en 3D. Donc ça passe par, on a souvent de l'aide, enfin c'est pas souvent, on a de l'aide d'agences design qui nous donnent un peu des lignes pour pas dessiner un vélo qui ressemble à tout le monde, pour vraiment avoir quelque chose qui est joli. Donc dessiner le vélo en 3D, le simuler faire des simulations numériques dessus pour un peu dimensionner ses formes, voilà, enfin ça, ouais, c'est dessiner le vélo numériquement. Dessiner le vélo, voilà. Et à partir de là, on commence ensuite l'industrialisation du vélo. Donc ça va jusqu'à, on discute avec les fabricants sur comment on fait quoi. Il y a beaucoup d'allers-retours. Jusqu'au premier proto, première validation, premier test et ensuite mise en fabrication. Il y a un point qu'on évoquait tout à l'heure avant le début du podcast, c'est justement les progrès que vous avez faits sur les simulations, notamment sur les layouts de carbone, savoir où il va y avoir des zones de tension, où il va y avoir des risques de casse, des choses comme ça. Ça, c'est des progrès que vous avez vraiment faits? Oui, en fait, il y a... Alors, je ne sais pas si je rentre dans le détail, mais... aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de faire une simulation sur un full cas de carbone. C'est-à-dire que aller simuler l'empilement des plis carbone, quand on dit des plis, c'est les couches de carbone qu'on vient empiler. Parce que le carbone, globalement, nous, c'est vrai que de l'extérieur, tu vois une matière lisse et uniforme, mais en fait, c'est des feuilles, si je me trompe, c'est des feuilles avec des fibres unidirectionnelles ou multidirectionnelles. Exactement. Et de la résine qui vient coller, et ensuite c'est chauffé, mais c'est un assemblage. C'est un assemblage de plis, oui, exactement, selon avec différents angles pour résister à différentes contraintes mécaniques, suivant qu'il y a de la torsion, de la flexion, on va venir empiler plusieurs plis. Donc dans certaines zones, dans les zones les plus contraintes, on peut avoir 10 à 15 couches. La résine fait le liant, on vient mettre ça en four et on a notre cas de carbone. C'est relativement artisanal finalement, même la manière de le poser, tu le fais à la main. Fait manuellement, tout est drapé manuellement. C'est juste impressionnant de voir les opérateurs faire ça. En général, c'est des opératrices parce qu'elles sont beaucoup plus minutieuses que nous, les hommes, et elles ont des fois c'est des petits patchs de 2 cm par 2 cm qu'elles viennent poser dans une certaine zone et pour résister à certaines contraintes. Donc ça, vous essayez de le mesurer numériquement avant pour savoir comment ça va réagir. Alors ça, c'est très compliqué. C'est hyper compliqué parce que on peut le faire. C'est très facile à faire sur une plaque qui est uniforme parce que le pli, on sait comment il va être. Mais sur un cas de carbone, on a des formes qui sont tellement tordues. On n'a jamais une forme droite sur un cadre. Du coup, notre matière, faut imaginer un tissu qu'on vient faire épouser la forme du cadre. Donc, on imagine bien que la fibre, elle va s'étirer, les angles vont bouger. Donc, c'est très compliqué. On peut le faire. Maintenant, ça demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, ce qu'on fait plutôt, ce qui est plus simple, c'est de travailler sur un matériau isotrope. Quand on dit isotrope, on est sur par exemple, le métaux, on est sur un matériau isotrope, c'est-à-dire qu'il va travailler dans les 3 directions de manière uniforme. Okay. Quand on dit les 3 directions X, Y, Z, alors ça rentre un peu dans le détail, mais de manière uniforme, alors que le carbone, c'est pas le cas. On imagine bien que le carbone, c'est si je prends un fil, je prends un fil, je tire dessus, j'ai de la résistance. Par contre, si je repousse, j'ai plus de résistance. Enfin, si je mets, donc là, le carbone, on est sur un matériau qui s'appelle anisotrope et du coup, on n'a pas les mêmes caractéristiques dans toutes les directions. Et du coup, bref, pour faire plus simple, on modélise un système en cadre en alu avec une épaisseur uniforme et ensuite on fait beaucoup de comparaisons. C'est-à-dire qu'on va se baser sur les cadres qu'on a fait dans le passé parce qu'on a aussi des modèles numériques et on sait les tests qui passent largement ou ceux qui sont un peu critiques. Les calculs éléments finis vont nous donner
les valeurs de contraintes qu'on a sur certaines zones, et du coup on va pouvoir se dire ok, là je dépasse la limite, il faut qu'on renforce. Mais aujourd'hui c'est trop compliqué d'aller simuler chaque pli, et dans l'industrie du vélo, il n'y a personne qui le fait. Okay. Il y a un vélo qui, j'imagine, t'intéresse particulièrement dans la gamme Lapierre qui arrive. On t'a vu déjà rouler avec à la Transmaurienne, si je ne m'abuse, mais au moment où on sortira ce podcast, il sera officiellement sorti. C'est le Lapierre XR, donc, qui est le futur vélo de cross-country de Lapierre. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots ? Oui, ouais, forcément. C'est un retour attendu quand même, hein ? Oui, non. C'est clair qu'on Lapierre avait un manque dans cette gamme-là de vélos. Donc là, c'est vraiment cool d'arriver à sortir ce vélo-là. Ouais, moi, il me plaît particulièrement parce que c'est le genre de vélo que je prends plaisir à rouler parce que ça monte super bien et ça descend super bien. Donc ouais. Et donc toi, dans le montage Alexis Chenevier, ça sera sur un modèle avec un petit peu plus de débattement qui s'appelle comment ? Le marathon. Ouais, c'est le XR marathon. Donc il y a une fourche de combien de débattements que... Donc on est sur du 120 mm à l'avant, en débattement de 110 mm à l'arrière. Ouais, voilà, une tige de selle télescopique. Non, typiquement le vélo qui me plaît bien pour faire les épreuves typé marathon engagé, on va dire ça comme ça. Et ben on va voir ça juste demain, après avoir enregistré ce podcast. On va aller prendre en main ce nouveau vélo et puis attention, moment promo, vous pouvez aller découvrir notre prise en main sur vojomag.com. Et c'est le moment pour moi de te remercier, Alexis. Merci à toi. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur Vojo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.